BFM Business, le grand journal, Edwige Chevrillon. Après le lundi de Pentecôte, beaucoup de questions, parce que c'est vrai, Bernard Vivier, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette fameuse conférence sociale 20 et 21 juin. J'ai envie de dire, quelque part, on a le sentiment que la vie syndicale s'est arrêtée et que maintenant tout le monde est focalisé sur cette conférence sociale de mi-juin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est un événement important. La vie syndicale n'est pas arrêtée, mais plus exactement, elle est en train de s'ordonner par rapport à cet événement majeur. Exactement, qui est le 20 et 21 juin. Souvenons-nous, c'était l'an dernier, au mois de juillet, François Hollande, président de la République, vient d'être élu et il convoque une grande conférence sociale dont le but premier était de décrisper les relations entre patronat, syndicats et puissance publique. N'oublions pas que la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy avait été particulièrement nerveuse et tendue, avec des appels à voter contre Nicolas Sarkozy lancés par Bernard Thibault de la CGT. Et donc, cette conférence sociale avait décrispé les relations et puis mis en place un calendrier des réformes du candidat Hollande. Donc 20 et 21 juin, on va faire le bilan d'une année de réformes économiques et sociales, non pas du candidat, mais du président Hollande. Et cela sera évidemment l'occasion de bien caler les jeux syndicaux par rapport au gouvernement, parce que le paysage syndical a bougé, des leaders sont apparus, nouveaux, et puis également par rapport au MEDEF, puisque le MEDEF sera en plein dans une campagne électorale. On va y revenir. La succession de Laurence Parisot n'aura lieu que le 3 juillet. Oui. Tiens, du reste, là, donc, effectivement, Laurent Berger, Thierry Lepant, la CGT, CFDT, après des débuts un peu difficiles pour les nouveaux dirigeants, entre eux, en tous les cas, là, on a l'impression que cette rencontre, elle s'inscrit complètement là-dedans. Hein. Oui, bien sûr. Laurent Berger et Thierry Lepant se sont rencontrés. Au lieu d'aller au bistrot d'à côté discrètement, ils ont officialisé la rencontre, c'est-à-dire qu'ils ont manifesté aux yeux de l'opinion publique du gouvernement et du patronat que la cassure qui avait eu lieu entre eux au sujet de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier sur la flexibilité. Sur la sécurisation de l'emploi. Tiens, c'est drôle. Vous employez flexibilité, eux, ils emploient sécurisation de l'emploi. Sécurisation de l'emploi, qui est le titre officiel, mais enfin, c'est sécurité. Cet accord n'entachait pas en profondeur les relations entre deux organisations qui, au fond, sont beaucoup plus complémentaires qu'antagonistes sur le paysage syndical. Oui. Et les deux organisations veulent dire à nous le terrain et à nous seuls principalement. Et FO là-dedans, qu'est-ce que vous en faites? Justement, cette retrouvaille Lepant-Berger... C'est une mauvaise nouvelle pour Jean-Claude Mailly? Bien sûr, c'est une mauvaise conduite faite à Jean-Claude Mailly de Force ouvrière, venant évidemment de la CGT qui avait tenté dans un premier temps de l'associer à ces manifestations anti-accord national interprofessionnel. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que si Laurent Berger, qui est donc a porté quand même cet accord, il faut le souligner, je veux dire, s'il ne l'avait pas signé, il n'y aurait pas eu d'accord, ça c'est clair. Là, c'est une manière de dire au gouvernement, attention en termes notamment de politique d'emploi, attention sur l'austérité, on est quand même très vigilant. Comment vous, du point de vue de la CFDT, vous prenez cette rencontre, Bernard Vivier? La CFDT a... vrai ou faux, mais donner l'image qu'elle a beaucoup collé au Parti Socialiste avant l'élection de François Hollande et au gouvernement Ayrault depuis l'installation de François. Il se démarque. Voilà, exactement. Donc, il faut se démarquer. Et également, la CFDT doit être à l'écoute de la base. Et l'accord national interprofessionnel n'a pas été forcément bien applaudi, y compris à l'intérieur des organisations signataires, la CFDT, la CFE-CGC ou la CFTC. Donc, l'inquiétude est là dans le pays. Il y a une lourdeur. Le poids du chômage est considérable. Et les organisations syndicales sont là, non pas pour faire passer les décisions gouvernementales vers les Français, mais pour dire au gouvernement, voici l'inquiétude dont nous sommes les porteurs. Et donc, ce 20 et 21 juin va... voir vraisemblement beaucoup d'inquiétude vers le gouvernement. Vous qui êtes un spécialiste, comment est-ce que vous voyez, vous pensez que ça va être... comment vous sentez un peu dans cette future conférence? Il y a des sujets importants. Il y a les retraites, il y a l'emploi et il y a la formation. 3 sujets majeurs. La formation apparemment un peu moins, en fait, en profondeur beaucoup plus, puisque c'est la vraie réponse au chômage. C'est la vraie réponse au chômage, et puis c'est la vraie réponse à des économies, je dirais, facilement trouvables. Mais souvenez-vous, Nicolas Sarkozy est en train de nous expliquer que la grande réforme qu'il voulait conduire, c'était la formation professionnelle. Il avait même un rapport qui avait été demandé à Christine Lagarde. Christine Lagarde s'était emparée du sujet.
plus rien depuis, hein, ça fait quand même quelques temps. Oui, il y a un an également, Gérard Larcher, sénateur et ancien président du Sénat, avait remis un rapport sur la formation continue. C'est un très gros chantier, c'est un sujet délicat. Il ne faut pas le racornir. Pourquoi délicat? Expliquez-nous, nous on a du mal à comprendre. Alors, c'est un sujet délicat, pourquoi? Parce que différents niveaux de décision sont concernés. L'État, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux. Et les publics concernés sont également très variés. Les personnes en activité, et les chômeurs. Est-ce que vous ne faites pas un petit peu de langue de bois, Bernard Vivier? Est-ce que c'est simplement parce qu'il y a tels enjeux ici ou là, chez les syndicats, chez des instituts, au MEDEF, etc., que tout le monde veut garder son fromage? Non. Est-ce qu'on n'est pas dans la fontaine? Non, là? du tout. Alors, il y a un discours qui court en disant on ne peut pas y toucher parce que le patronat et les syndicats ont des frais de gestion sur cet argent. Non, c'est pas vrai. Non. L'argent géré par le patronat et les syndicats, c'est 8 milliards d'euros en France. L'argent de la formation continue, c'est 32 milliards d'euros. Donc c'est considérable. Bon. Mais le millefeuille de la formation continue, c'est un millefeuille de public, d'opérateurs, d'acteurs, de décideurs. Et c'est tout cela qu'il faut remettre à plat. Ça nécessite une sorte de grande conférence, de grand examen. Mais ça ne nécessite pas forcément de montrer du doigt patronat et syndicats qui, lorsqu'ils gèrent de l'argent de la formation, le gèrent globalement bien et en tout cas probablement mieux que si tout cet argent était confié au grand chaudron de l'éducation nationale. D'accord, donc au moins ça, c'est clair. Ah ben la succession du MEDEF, ça tombe très très mal pour le MEDEF parce qu'ils sont affaiblis. Laurence Parisot, malgré tout, elle est affaiblie là en l'occurrence, parce que elle parle 3 juillet, la conférence est le 20-21 juin, et puis on ne sait pas encore qui sera candidat. Il y a deux ou trois favoris, mais donc c'est une mauvaise posture pour le MEDEF. Alors, ce n'est pas une mauvaise posture pour Laurence Parisot. Laurence Parisot a vécu le moment difficile pour elle il y a déjà quelques semaines et elle poursuit avec beaucoup de rigueur et de responsabilité son mandat jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au 3 juillet. Ce qui est aujourd'hui incertain, justement, c'est l'élection de son successeur. On ne sait pas qui va succéder à Laurence Parisot. Donc, le 20 et 21 juin, autour de la table, il y aura des acteurs très identifiés, gouvernement, syndicats, et pas patronat. Et ça gêne. Ça gêne tout le monde, évidemment, parce qu'on ne sait pas qui va être aux manettes du MEDEF. Et pour vous, alors, est-ce que vous avez d'abord un pronostic? Et surtout, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient peut-être mieux que d'autres dans ce climat que vous venez de décrire? Alors, ce sont les organisations patronales qui vont élire le président du MEDEF. Donc, le jeu des élections est en train de se faire. Aujourd'hui, le pronostic ne peut pas se faire. Il est beaucoup trop tôt. Ce que l'on voit, par contre, et c'est très net, c'est très clair, c'est que les candidats sont tous en train de dire priorité à la rigueur économique. Non, nous, les dirigeants d'entreprise, nous ne voulons pas payer plus que d'autres la rigueur et l'austérité. Et donc Pierre Gattaz, qui a beaucoup entonné ce chant, nous voulons, dit-il en substance, un MEDEF de combat, oblige ses compétiteurs à être aussi sur ce registre. À faire un peu de surenchère. Voilà. Contrepartie, tout ce qui est social, dialogue social, négociation, risque de ce fait d'être diminué dans les discours et peut-être aussi dans les réalisations futures. Est-ce que vous pensez rapidement que les 35 heures vont revenir? Parce que justement, vous parlez de Pierre Gattaz qui avait mis ça dans son programme. J'ai envie de dire presque du coup, Geoffroy Roux de Bézieux l'a mis aussi pour les PME. Est-ce que c'est un sujet qui peut revenir sur la table ou certainement pas en ce moment, surtout quand il y a un pouvoir socialiste et qu'on parle du retour de Martine Aubry? Vous savez, dans le monde patronal, il y a souvent des phrases qui reviennent. Il faut revenir à la retraite, il faut passer à la retraite à 65 ans. Il faut supprimer le monopole de présentation des candidats aux élections professionnelles des entreprises. Il faut revenir aux 35 heures. Ça, ce sont des marronniers, ça revient. Mais ce n'est jamais réalisé, c'est jamais réalisable. Donc prenons l'exemple de la retraite. Au lieu de dire il faut la retraite à 60 ou à 65 ans, que font tous les gouvernements avec beaucoup de raison et de pragmatisme? Ils disent on ne touche pas à l'âge légal de la retraite, simplement on définit le nombre de trimestres qu'il faut pour prendre sa retraite à taux plein. Et le président de la République Hollande, qui était opposé à une élévation de l'âge de la retraite, ne touche pas l'âge légal de la retraite, mais est en train gentiment, si l'on peut dire, d'élever le nombre de trimestres nécessaires. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est du réalisme. On contourne l'obstacle. L'âge de la retraite, ça a un côté théologique, on n'y touche pas en France. Les 35 heures, pour répondre à votre question, il y a un côté théologique, on n'y touche pas, ça fait partie du dogme. Eh bien, on n'y touche pas. Par contre, quantité d'autres mesures, par exemple, les heures supplémentaires non taxées. Ah oui, ça aussi. Vous aurez l'occasion de revenir nous voir avant la conférence sociale. Merci beaucoup Bernard Vivier, d'explications extrêmement claires, directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci beaucoup.
Et dans un instant, tiens, on parlera des euros de la République avec Christophe Beau. Il est le président de la Monnaie de Paris et demain, on lance de nouvelles pièces de 5 euros, mais quand même en argent et en or.